Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour un panel qui va porter sur les écosystèmes régionaux en biomasse forestière résiduelle au service de la sécurité alimentaire du Québec. Donc, on va commencer par des présentations suivies par une période de questions. Et nos panélistes vont permettre de vulgariser la production, la distribution et l'utilisation de chaleur en provenance d'une centrale de cogénération à la biomasse et aborder les enjeux d'économie circulaire, d'approvisionnement en matières premières et les défis commerciaux devant être surmontés pour arrimer les divers acteurs autour d'un réseau de chaleur. Avant de commencer, je vais présenter nos 4 panélistes. Donc, d'abord, on a M. Jean-Marie Niget, qui est président d'Innovagro Consultant et un expert reconnu dans le domaine de la caractérisation et de la valorisation des rejets thermiques industriels au Québec. Ensuite, on a M. Pascal Turcotte, qui est à l'emploi de la Société de cogénération de Saint-Félicien depuis 2000, le moment où la centrale a été construite. Il a travaillé de 2000 à 2007 à titre de chef opérateur et ensuite de 2007 à 2012, il a été promu au poste de superviseur des opérations et il occupe maintenant le poste de directeur d'usine depuis 2012. Monsieur Yannick Baillargeon, qui nous provient du domaine des technologies de l'information, et suite à sa campagne électorale en 2021, il a été élu comme préfet à part entière pour la MRC Domaine du Roi. Et finalement, M. Andrew White, qui est le cofondateur de Char Technologies, et il a été nommé jeune entrepreneur de l'année par l'Outstanding Business Achievement Awards et a conduit Char à figurer parmi les 20 entreprises publiques les plus innovantes du Canadian Innovation Exchange. Donc, messieurs, je vous laisse la parole pour vos présentations. Merci. Merci, Emmanuel. Merci aussi à l'ACPER pour l'invitation pour qu'on puisse vous présenter notre projet. C'est un projet qu'on travaille vraiment depuis le début, la centrale de cogénération, c'est-à-dire de mettre en place des utilisateurs des rejets thermiques autour de notre centrale. Donc, comme vous pouvez le constater, ça fait 22 ans que la centrale est en opération. Ça fait que quand on dit que c'est pas facile, on en a un bon exemple. Ça a pris du temps avant de trouver des gens intéressés par des rejets thermiques basse température. Donc, Jean-Marie participe aussi depuis le début, d'ailleurs. J'ai juste tourné à l'envers. Ah. Bon, en fait, ce slide-là. Je commence par ma première diapositive, par une petite copie que j'ai faite du site de Transition énergétique Québec. Je voulais prendre le temps de relire la vision 2030 de Transition énergétique Québec à haute voix pour qu'on se rappelle ensemble qu'est-ce qu'elle dit. Donc, dans la poursuite de sa transition énergétique, grâce à son génie et à des comportements responsables, le Québec aura franchi en 2030 le cap où son énergie renouvelable répondra à la grande majorité de ses besoins et sera en mesure de fournir des solutions aux régions du monde en quête d'énergie verte. Ce faisant, il répondra aux objectifs de décarbonisation de son économie. Je voulais prendre le temps de regarder cette vision-là avec vous parce que pour nous, cette vision-là, comme je vous dis depuis le début, vous allez le voir dans la présentation, c'est ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire c'est toujours utiliser l'énergie gratuite. Dans notre cas, c'est un procédé qui est un peu imparfait, la cogénération, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de ventilation d'énergie à l'atmosphère, mais c'est de l'énergie qui est gratuite, donc il faut absolument qu'elle soit utilisée. C'est de l'énergie qui ne nécessite aucune source fossile pour être générée, puis qui est là, gratuite, pour être utilisée. Ce qui manquait, je dirais, puis vous allez le voir dans la présentation, mais c'était les incitatifs pour utiliser puis mettre en place des réseaux de chaleur basse température. Le premier réseau de chaleur a été mis en place près de la centrale de produits forestiers résolus en 2016. Il y a des raisons à ça, je vais en parler aussi dans la présentation. Normalement, c'est nous qui avions commencé à travailler le projet, mais pour des raisons, différentes raisons, ça s'est fait à l'usine de Port-Craft de produits forestiers résolus. Donc, reconnaître l'efficacité au niveau des orientations, reconnaître l'efficacité énergétique comme source prioritaire d'énergie, réduire la dépendance du Québec aux produits pétroliers. Vous allez voir dans les phases qui vont se greffer à notre réseau de chaleur, il y a de la récupération d'énergie qui va servir à générer des biocarburants. Appuyer fortement l'innovation dans le secteur de l'énergie.
j'ai fait des petits checkbox là, pour montrer que c'est vers là que nous, on se dirige aussi. Développer le plein potentiel des énergies renouvelables, donc par la récupération de rejets thermiques de la centrale, on va développer le plein potentiel de notre centrale. Les deux autres, ben, j'ai simplement écrit à suivre parce qu'ils ne sont pas, on va dire, dans notre cours. C'est de renforcer la gouvernance et la responsabilité de l'État, puis d'appuyer le développement économique. Donc, à suivre. Mais jusqu'à maintenant, on a de l'appui sur la portion réseau de chaleur que vous allez voir, là, qui se met en place d'ailleurs cette année. Donc, une petite schématique de notre système de récupération de chaleur qui va être mis en place, de la synergie, je devrais dire, parce qu'il y a plus que de la récupération de chaleur, il y a des synergies industrielles dans le projet qu'on va mettre en place. En bleu, vous allez voir les cases qui couvrent, on va dire, les composantes qui vont être identifiées comme les composantes du centre de valorisation de biomasse. Entre autres, pour développer des projets de produits biosourcés, une chose qu'on observait en tant qu'utilisateur de biomasse, c'est qu'il y a de la biomasse qui découle des différentes scieries dans notre région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais cette biomasse-là est déjà toute utilisée. Elle est utilisée par les différents joueurs de l'industrie des pâtes et papiers. Puis pour aller de l'avant vers la transition, ce qui manquait, c'était de mettre en place, on va dire, de la nouvelle biomasse, de la nouvelle fibre. Donc, de notre côté, on utilisait déjà de la biomasse forestière. Je vais le couvrir dans mes diapos, mais il fallait qu'on puisse rendre cette biomasse forestière-là disponible non seulement pour notre usine, mais aussi pour d'autres usagers. Donc, on va faire un partage de fibres. Je vais le couvrir dans mes diapos à venir. Du côté, la boîte orange, c'est la portion, on va dire, Ville de Saint-Félicien. Ville de Saint-Félicien, aujourd'hui, le maire ne pouvait pas être avec nous. Yannick va représenter la MRC et la ville pour le besoin. Mais la Ville de Saint-Félicien avait l'intention, depuis le début, de mettre en place un réseau de chaleur, comme j'ai énoncé. Donc, ce projet-là va se mettre en place cette année. Puis, du côté de la boîte en gris, c'est le projet de Chartec. Andrew est là pour représenter son entreprise aujourd'hui. Chartec va travailler au niveau des biocarburants. Ils ont déjà une installation de biochar en Ontario. Ils vont aller un step plus loin du côté de Saint-Félicien à développer des biocarburants sous forme gazeux, hydrogène vert et GNR. Je pense que j'ai juste sauté un peu Pourquoi ça recule? Okay. OK. La première phase, on a une photo aérienne ici de notre site, le site de la cogénération à Saint-Félicien. La première phase du projet, ce qui est un peu spécial, un peu particulier de notre projet, puis c'est drôle parce que ça ne nous aide pas, c'est un peu dommage. On parle beaucoup d'économie circulaire, puis de travailler tout le monde ensemble, mais quand tu arrives avec plusieurs promoteurs, puis que tu te présentes au niveau des financements, ça complexifie les choses. Tout le monde le voit comme étant plus compliqué, puis ça nous met des embûches un peu quand vient le temps de mettre en place le projet dont on vous parle aujourd'hui. Donc, tout le monde parle d'économie circulaire, mais on dirait que tout le monde n'est pas mindé à travailler avec plusieurs entités différentes sur un projet commun. Donc ça en est un premier enjeu qui nous cause de la difficulté. La première portion est une portion qui est à la charge de la Ville de Saint-Félicien, c'est-à-dire de mettre en place un réseau de chaleur parce qu'on leur a cédé les rejets thermiques de la centrale en 1998, avant même que la centrale soit construite, pour qu'ils puissent faire avec ces rejets thermiques-là du développement industriel autour de la centrale. Donc, ce premier morceau-là est nécessaire au fonctionnement du deuxième morceau, qui va être le centre de valorisation de biomasse. Puis,
le deuxième morceau, lui, est nécessaire au fonctionnement de Chartec, qui en a besoin pour sécuriser sa source d'approvisionnement standardisée. C'est important de nommer standardisé parce que tout ça découle du réseau de chaleur qui va servir à standardiser la fibre. Il y a plusieurs terrains disponibles. Vous voyez les cases en bleu pâle là, autour de notre site de l'usine de cogénération. C'est ces terrains-là qui vont être utilisés pour les différents développements autour du réseau de chaleur. Jean-Marie va couvrir cette portion-là tout à l'heure de qu'est-ce qui est l'intention de développement autour du réseau de chaleur de notre réseau autour de la cogène. Donc, la cogénération de Saint-Félicien, juste une petite parenthèse, j'aime ça le dire quand je présente cette photo-là, mais l'usine est en marche sur cette photo-là. C'est pas des usines qui font de la fumée parce qu'on brûle du bois. C'est des usines avec des systèmes d'épuration, de purification des gaz qui sont très propres, des centrales d'énergie verte, bien entretenues et en bon état. Ça fonctionne sans aucun problème d'émissions atmosphériques. Donc, c'est une cogénération à biomasse de 25 MW qui brûle du combustible provenant des scieries de la région, des écorces en fait. Puis, on a, je vais le couvrir également dans mes slides à venir, mais on brûle aussi des écorces qui proviennent des sites d'enfouissement, puis de la biomasse forestière. Pour ces deux portions-là, c'est vraiment pour combler un petit manque sur le marché dans la région. Donc, on va chercher le manque de fibres dans les sites et dans la biomasse forestière. On consomme 260 000 tonnes de fibres par année. On génère 125 000 MWh sur le réseau d'Hydro-Québec annuellement, dont 63 000 MWh thermiques vendus à notre client, Produits forestiers résolus, la scierie de Saint-Félicien. Donc, on sèche le bois d'œuvre. Ce n'est pas négligeable. Sont très rares les cogénérations privées, on va dire non intégrées à des pâtes et papiers, qui génèrent la moitié de leur énergie vers du thermique. Donc, on a la moitié de l'énergie en thermique par rapport à l'électrique qui est générée vers une scierie pour les séchoirs à bois. Les crédits environnementaux équivalents générés par la centrale sont de plus ou moins 1 million de tonnes de CO2 annuellement. Puis les autres produits générés à la centrale, qu'on considère comme des produits, non comme des matières résiduelles, parce qu'on les valorise, c'est les cendres volantes et les cendres de grille. Donc, il n'y a pas de rejet. Cette centrale-là génère vraiment de l'économie circulaire en entier. Les cendres, on va le voir dans mes diapos, ils sont utilisés comme fertilisants au niveau agricole. C'est 31 emplois directs, 90 emplois indirects. Puis, le plus important, et non le moindre, si je peux pogner le signal, c'est des retombées économiques de plus de 10 millions de dollars par année, puis j'ai vraiment pas pesé fort sur le crayon. Parce que juste en approvisionnement, c'est 6 millions de dollars, le transport, la fibre, qu'on doit payer à nos fournisseurs. Puis en salaire, on est à 3,7 millions. Ça fait que vous voyez que je suis déjà rendu à mon 10. Je n'ai pas couvert les coûts d'opération entretien. Donc, j'aurais pu peser plus fort, et je me suis gardé une petite gêne, mais c'est très changeant. En ce moment, le transport nous impacte beaucoup du côté approvisionnement. Donc, c'est certain qu'une cogénération ne peut pas générer de l'énergie au taux de l'éolien. Par contre, une centrale de cogénération génère de la capacité sur le réseau. Puis, on est sur un vieux contrat, un contrat d'APR 91. C'est un des bons points, je dirais, de ce contrat-là, c'est qu'on reconnaît sur ce contrat-là notre capacité hivernale en période de pointe. Donc, il y a une dynamique sur le contrat qui fait qu'on est payé à moindre coût en été, ce qui fait qu'on ralentit notre production en été, mais on est payé plus cher en hiver. Fait qu'on pose de la pointe sur le réseau, puis on a la pédale dans le tapis, comme on dit. Donc, nos partenaires qui sont sur la scène avec moi aujourd'hui, on a il manque seulement le représentant de la ville de Saint-Félicien. Yannick va agir en leur nom aujourd'hui, mais Yannick, c'est le préfet de la MRC Domaine du Roi, il représente la MRC qui participe avec nous
dans la portion centre de valorisation de biomasse au niveau du financement. On a la coop de valorisation de biomasse qui n'est pas présente, mais qui participe au niveau de l'approvisionnement en fibres du centre de valorisation de biomasse. Pour alimenter le centre de valorisation de biomasse, on avait besoin de 90 000 tonnes de fibres pour les divers projets qu'on projette réaliser. La Cogène possède un permis de 60 000 tonnes de fibres biomasse forestière. Puis, le centre de valorisation de biomasse, de leur côté, la coop de valorisation de biomasse possède un permis de 30 000 tonnes. Donc, au total, on a 90 000 tonnes. Ils nous ont même posé la question, parce que ces permis-là, ils ont des durées de 3 ans, à savoir s'ils renouvelaient leur permis cette année ou si c'est nous autres qui allaient le prendre à notre charge. Puis, on est un joueur qui aime travailler en intégration avec différents partenaires et en économie circulaire. Donc, on leur a répondu, non, gardez votre portion, c'est important, c'est pour faire travailler vos travailleurs. Donc, ils l'ont renouvelé pour fournir notre centre de valorisation de biomasse qui va être, on l'espère, réalisé prochainement suite au réseau de chaleur. On a Chartech qui est ici aujourd'hui, Char Technologies, comme j'ai dit, qui va couvrir la portion biochar, biocarburant dans une phase subséquente à la mise en place du centre de valorisation de biomasse. Cette image-là est une image qui a été réalisée avant la construction de la centrale. Donc, quand je vous disais tout à l'heure que ça a toujours été l'intention de faire de cette centrale-là un centre d'économie circulaire, de valorisation de rejets thermiques, Jean-Marie s'est envenu de la France au moment où on était à l'étape de peinturer cette petite image-là. Vous voyez les deux bassins ronds près de la centrale, c'est des bassins de pisciculture. C'était le projet d'époque qui était prévu, c'était de mettre la pisciculture près de la cogénération. Tout ça dans le but de récupérer des rejets thermiques. Et vous voyez du côté en bas de l'image les serres qui étaient supposées d'être installées le long de la voie de contournement. Donc, cette image-là, comme je disais, date de 1999. Puis, vous voyez en bas de l'image qu'est-ce qui était indiqué. On ne parlait pas à cette époque-là des écosystèmes énergétiques régionaux. On parlait plutôt d'un projet énergétique au service de l'environnement, mais on tourne dans le même sens. On parle de valorisation d'énergie résiduelle. Donc, c'est pas nouveau. Ça met juste un peu de temps à se mettre en place. Il faut attendre les bons timings, on va dire. Je pense qu'on est dans un timing où on n'a pas le choix de considérer toutes les sources d'énergie, surtout les sources d'énergie résiduelles, comme étant des sources prioritaires à développer. Donc, les serres que vous voyez sur l'image, en fait, les serres que vous connaissez sous le nom de serre toundra devaient normalement être installées près de notre centrale. C'est un des enjeux qui est problématique, on va dire, dans le développement autour d'une cogénération, c'est que déjà le temps que la ville puisse trouver un premier promoteur intéressé à utiliser les rejets thermiques basse température de la cogénération, il s'était écoulé déjà plusieurs années. On était rendu autour de 2012-2013, quand le promoteur de serre toundra a dit « ben moi, je veux en faire un projet avec les rejets thermiques ». Donc, vous comprendrez que nous, c'est des contrats de 25 ans avec Hydro-Québec, qu'on avait déjà la moitié du contrat d'écoulé. Même si il me reste 12 ans à mon contrat puis que je veux cogner sur la porte d'Hydro-Québec pour avoir un nouveau contrat pour garantir aux serres que je vais être là, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on parle de visibilité, de vision, c'est des équipements qui durent aisément 50 ans. C'est des technologies connues, durables, qui sont capables de faire beaucoup plus qu'un mandat électrique. Mais les contrats sont de 25 ans, donc ça nuit au développement. On n'a pas de vision, on n'a rien qui garantit qu'on va être là dans le futur. Donc, c'est un enjeu, c'est une problématique. Le réseau de chaleur, comme je l'ai dit, a été déjà accepté au niveau financement. Il a été annoncé au mois de mai dernier par notre députée, Mme Nancy Guillemette, qui est députée pour la CAQ, dans le comté Roberval. On était
bien fier de ça parce qu'on travaille depuis tellement longtemps sur ce projet-là que on vient de franchir une étape importante. On se dit, ben, rendu là, une fois que le premier projet est annoncé, ça irait mal qu'on ne réussisse pas à mettre le deuxième et le troisième. On pense qu'on va avoir de l'écoute. Donc, qu'est-ce qu'on cherche à développer autour de la centrale? Ben, c'est, comme j'ai dit, autour des énergies résiduelles. On a aussi une question de synergie bidirectionnelle, je dirais. Andrew, entre autres, avec le projet de Chartec, c'est pas seulement la portion approvisionnement qui l'a rendu intéressé avec son projet de vouloir s'installer à côté de la cogénération, mais c'est aussi que quand on est dans des phases de pilotage, on va dire, ou de mise en marche d'un projet de biocarburant, ben, c'est certain qu'on veut un plancher sécuritaire, on va dire, pour être capable d'écouler les produits. Puis la cogénération donne une opportunité de pouvoir utiliser le temps d'avoir, on va dire, un hydrogène vert de qualité réseau ou un GNR de qualité réseau, une opportunité de pouvoir la valoriser vers une chambre de combustion, vers une fournaise qui est déjà fonctionnelle puis qui peut brûler un biocarburant. Donc, c'est des synergies. On fait vraiment de l'économie circulaire en entier là, dans les projets qu'on regarde à mettre autour de la centrale. Il y a aussi les granulés de bois qui sont un marché, parce que dans le 90 000 tonnes, la portion de Chartec ne prendra pas le volume en entier. Donc, il y a aussi les granulés de bois qui sont un marché potentiel pour le reste de la fibre standardisée qui va sortir du centre de valorisation de biomasse. On est voisin de Granule LG en passant à Saint-Félicien, avec lequel on a toujours travaillé en toute transparence pour les volumes de fibres restants, s'il y avait de l'intérêt à les prendre dans leur source d'approvisionnement. Puis les biochars, biocarburants, j'en ai déjà parlé. Donc, comme je disais, le taux de production d'une centrale à biomasse est plus élevé que les autres types d'énergie renouvelable. Par contre, on apporte de la capacité sur le réseau et de la fiabilité sur le réseau durant la période de pointe, les périodes importantes. Je compare toujours ça à une horloge. Dites-moi combien vous voulez de mégawatts, à quelle heure, puis je vais vous les produire. Du moment que ça ne dépasse pas la capacité de mon installation, on va être là. Donc, dans le procédé, il y a 3 types d'énergie thermique valorisable d'une cogénération. Il y a la vapeur, qui est déjà en grande partie valorisée vers produits forestiers résolus. Il y a l'énergie eau chaude. Qu'on dit eau chaude, c'est relativement bas, la température, c'est 42 degrés Celsius. Ça a pas l'air, on se dirait, bah, c'est pas assez chaud. C'est pas la température qui est intéressante, c'est le volume. On a une piscine de format résidentiel, une piscine hors terre de 24 pieds à toutes les minutes qui circulent dans le système. Donc, c'est 14 000 gallons minute à 42 degrés Celsius. Ça en fait des mégawatts. C'est beaucoup d'énergie. Il s'agit juste de viser les bons utilisateurs de cette source de température, cette température-là qui est disponible. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on opère déjà sur un site industriel pour lequel on opère déjà des équipements qui sont utilisables à plusieurs utilisateurs. Donc, on a un dompeur, on a une balance à camion, on a des différents systèmes qui permettent à l'autre projet, le projet de centre de valorisation de biomasse, entre autres, d'utiliser les équipements communs, les loaders sur roue. L'autre aspect aussi de partage, c'est au niveau main-d'œuvre. On sait que la main-d'œuvre, c'est une problématique actuellement. Donc, on a de la main-d'œuvre qualifiée. Puis nous, du côté des projets, de la façon qu'on les travaille avec nos partenaires en ce moment, c'est qu'on les travaille en leur disant qu'on va s'en occuper de la main-d'œuvre. Donc, on va s'assurer de juste se mettre plus de gens dans le domaine qu'on est déjà, de main-d'œuvre qualifiée. Puis, on va fournir la main-d'œuvre pour opérer les systèmes. C'est le partage de services, c'est ce que je viens de parler. Partage d'approvisionnement via le centre de valorisation de biomasse.
Les rejets de cendres, comme vous voyez sur les photos, on a deux types de cendres. Les cendres volantes sur la photo du haut, qui sont utilisées comme engrais dans les sols agricoles, dans les terres bio. C'est un engrais qui est reconnu par EcoSerre Canada comme un engrais biologique, étant donné qu'on brûle seulement de la matière vierge. Puis on a... Ça marche pas toujours bien. Puis, on a les cendres de grille. Les cendres de grille, elles, sont utilisées pour faire de la mise en forme de routes secondaires, des routes sur des terrains agricoles, commerciaux, du remblai. Finalement, c'est du gravier. C'est ce qui sort de la chambre de combustion qui contaminait les écorces. La matière d'approvisionnement, c'est une matière très contaminée. Donc, le sable, les roches, c'est sorti au niveau de la grille, puis c'est revalorisé comme remblai. Sauter une. Donc, en petit historique, en 2001, la centrale a été mise en route. À l'époque, quand la centrale a été mise en route, on brûlait 385 000 tonnes par année. Puis, au lieu de produire 125 000 MWh par année, on produisait 175 000 MWh par année. Je vais vous expliquer pourquoi ça a changé avec le temps. Donc, à ce moment-là, on brûlait seulement des écorces fraîches qui provenaient des scieries. La centrale avait été sizée, on va dire, à ce qu'il y avait disponible comme ressources dans la région au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En décembre 2006, il y a eu une révision des calculs de possibilités forestières, c'est-à-dire l'arrivée du premier bureau de forestier en chef a fait en sorte que dans sa révision de la possibilité forestière, il y avait une surutilisation. Il a dû revoir à la baisse les scénarios d'approvisionnement de nos fournisseurs. À partir de ce moment-là, on a dû étant donné qu'on produisait 175 000 MWh par année, on a dû faire un scénario mélangé d'approvisionnement, d'écorces fraîches et de sites d'enfouissement. Donc, on s'est mis à désenfouir les écorces qui avaient été enfouies par les joueurs de l'industrie du sciage dans les années 80-90. C'est des expériences, c'est de la R&D à nos frais, on va dire, parce qu'on a appris beaucoup au niveau de comment détruire une installation. C'était extrêmement dommageable sur les équipements. Donc, il y a un autre élément qui avait causé des problèmes justement d'approvisionnement en avril 2009, c'est la faillite d'Abitibi-Bowater. Ça avait créé aussi un shortage dans nos approvisionnements. Fait que, maintenant, Enel Green Power trouvait un petit peu moins intéressant la biomasse. Ils ont vendu la centrale en 2013 à Greenleaf Power, qui est une entreprise de la Californie qui opère 3 autres centrales aux États-Unis. Puis Greenleaf, eux, ils se sont dit pourquoi pas aller s'asseoir avec Hydro-Québec puis faire une révision stratégique au niveau de l'approvisionnement, au niveau de la production de la centrale, puisqu'on a un problème d'approvisionnement qui cause un problème d'entretien à nos installations. Donc Hydro-Québec, c'est certain que quand ils sont en surplus en été puis que tu leur dis je vais réduire ma charge, ils sont prêts à leur regarder le contrat et à l'ouvrir. Ça fait qu'on a réduit le contrat à la baisse en période d'été. On opère quand même, mais on opère à charge réduite étant donné qu'il y a moins de besoins sur le réseau en période estivale. Puis que pour eux, c'est la capacité hivernale qui est importante. Donc, ils trouvaient que c'était un win-win de leur côté aussi. Donc, on a gardé la même question de tarification modulante qui reconnaît notre capacité hivernale par un paiement additionnel. On a une prime, on a un bonus de production hivernale. Donc, en 2014, l'autre chose qu'on a fait, c'est que avec les scénarios d'approvisionnement qui avaient changé, il y avait un manque d'approvisionnement à combler de notre côté qu'il fallait adresser. Puis, le gouvernement, à l'époque, nous avait autorisé une PRO. Une PRO, c'est un permis de récolte aux fins d'approvisionnement d'usine pour de la biomasse. Donc, on ne récolte pas des arbres verts, là, je tiens à vous rassurer. On récolte vraiment des arbres qui sont voués à perdition, c'est-à-dire qui ont été affectés soit par des épidémies d'insectes ou des épidémies de feu, ou sinon de la fibre qui découle des travaux de récolte pour du bois d'œuvre, c'est-à-dire de la biomasse, c'est des cimes, de la baguette qu'on appelle, vous allez le voir un petit peu plus loin dans ma présentation.
Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est que depuis qu'on a réduit notre charge, puis qu'on a obtenu la pro, c'est qu'on fait pour conserver notre installation dans un bon état de fonctionnement, on fait un mélange d'écorce fraîche, puis de biomasse forestière et d'écorce de site. On conserve quand même des écorces de site, mais le mélange avec l'écorce fraîche, avec la biomasse fraîche, la biomasse forestière, fait en sorte ça donne un mélange qui est équivalent à des écorces. Puis en août 2020, une autre chose qu'on a faite, qui est un effort environnemental de notre côté, là, on a installé un système aussi pour réduire nos émissions atmosphériques au niveau de... Une centrale thermique comme une centrale à biomasse, ça émet, oui, du CO2, mais l'autre composante qui sort au bout de la cheminée, qui est problématique dans une centrale à biomasse, c'est les NOx. Donc, on a fait un effort de réduction. On a réduit de 85% nos NOx en installant un Selective Non-Catalytic Reductor, un SNCR, autrement dit. Ici, vous voyez une photo de site d'enfouissement. Avant, après. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Là, avant, c'est elle où on voit le sol un peu gris là, avec de la terre. C'est la même photo, la même image, mais prise à des moments différents. C'était un trou, on peut le voir dans la photo de après, dans lequel on avait l'industrie du sciage dans le passé enfouissait de la biomasse. Il n'y a rien qui nous oblige, c'est-à-dire on n'a pas de reconnaissance en fait à aller chercher cette matière-là. C'est une autre injustice qu'on tenait à souligner aujourd'hui. Mais on utilise une pelle mécanique, on va déterrer ce matériel-là, il est extrêmement contaminé, il est plein d'eau, il est plein de sable. Puis on ramène le site à un état sur le terrain naturel, à un état où par la suite on le revégétalise. Puis maintenant, si je prendrais une photo aujourd'hui, cette photo-là c'est après les travaux, mais si j'avais une photo d'aujourd'hui, vous verriez des arbres, parce qu'il y a des arbres qui ont été plantés sur le site, puis sont rendus quand même assez grands. Donc, ce que ça élimine, ces sites-là émettent des polluants atmosphériques qui sont pires que la combustion. Ils émettent en plus du CO2 par la décomposition anaérobique, ils émettent du méthane. Donc, on sait tous que c'est un polluant atmosphérique qui est beaucoup plus puissant que le CO2. Puis en plus, ils émettent du lixivia. Donc, on ne le voit pas sur mes photos, je n'avais pas de photo de ça, mais il y a un cours d'eau qui passait à proximité de ce site-là qui était complètement mort, je dirais. Il n'y avait plus de végétal, plus de poissons, plus de faune, plus de flore. C'était de l'eau, c'est un ruisseau gris qui avait l'air quasiment d'un aspect lunaire. Puis une fois qu'on a eu fini, qu'on a eu vidé le premier site d'enfouissement de 600 000 tonnes, qui contenait 600 000 tonnes d'écorce, un an après, le végétal réapparaissait dans le ruisseau. Puis 2 ans après, quelqu'un qui demeure à proximité du ruisseau nous écrivait une lettre de remerciement parce qu'il disait qu'il vivait sur le long de ce ruisseau-là depuis plus de 20 ans. C'était la première fois qu'il pouvait pêcher la truite dans le ruisseau. Donc, c'est le petit aspect qui est frustrant, on va dire, là-dedans, c'est qu'on a déposé un protocole sur le WCI, c'est le SPED, en 2014, puis ce protocole-là n'est toujours pas reconnu aujourd'hui. Donc, on ne reçoit pas un sou de cet effort environnemental-là qu'on fait. Pascal, je vais te demander d'accélérer, oui, excuse, parce qu'on n'aura pas le temps pour aucune question. Il n'y a pas de problème. Donc, depuis 2014, on utilise la biomasse forestière. Vous pouvez voir aussi un peu avant-après, il y a des enroulements de biomasse qui était laissé sur le parterre avant. Maintenant, on fait un andin, puis on sort la biomasse. Donc, j'arrive pas mal à mon étape. Au niveau de la récupération, on propose quelque chose qui est un peu différent de ce qui se faisait, c'est-à-dire de s'intégrer aux travailleurs, de s'intégrer aux industries forestières pour récupérer la biomasse sous forme baguette. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui fais les opérations en forêt, ce n'est pas nous. On s'intègre aux travaux de produits forestiers résolus, puis on ramène la biomasse sous forme traditionnelle dans des camions de bois rond à l'usine pour la transformer avec des équipements électriques et non des équipements diesel en forêt. Ça baisse de beaucoup les GES de la récupération, puis ça favorise un transport, ça diminue le nombre de transports parce que la matière est plus dense. Donc, on peut ramener plus de matière à l'usine dans une période avec moins de camions, plus de matière au niveau poids.
Donc, Chartec, Andrew qui est ici avec nous, lui va s'implanter à l'usine. Chartec est une compagnie publique de l'Ontario. Il est en bourse. Il y a un procédé à haute température, High Temperature Pyrolysis. Ça sera un acheteur de fibres sèches, de matières sèches. Ça résume pas mal. On voit ici une photo de son installation d'Ontario, d'un pyrolyseur. Puis, c'est à partir d'un pyrolyseur comme ça que le GNR et l'hydrogène vert va être généré. On parle de 777 000 kilos par année d'hydrogène vert, puis 5 360 tonnes de biochar. Avec une unité. C'est possible d'ajouter des unités par la suite. L'hydrogène vert, notre volonté, c'est vraiment de la mettre sur le transport. Donc, le transport de nos approvisionnements forestiers, des approvisionnements forestiers avec produits forestiers résolus. Donc, on veut vraiment faire une loupe de transport local, hydrogène, parce que ça nous semble quelque chose de plus fonctionnel en ce moment que l'électrique, plus facile. Puis, les dual fuel existent déjà, hydrogène, diesel. Donc, Jean-Marie, je te laisse le reste de la présentation. Merci. Il m'a pas laissé beaucoup de temps. Ah, désolé. C'est pas grave. Donc en fait, oui. Veux-tu. Ça allait mieux quand c'est Pascal qui le faisait. ok. Tu l'as. Ok. Donc en fait, au niveau régional, au niveau territorial, au niveau de la MRC Domaine du Roi, dès le départ, avant même sa construction, on a tous considéré la centrale de cogénération de Saint-Félicien comme un levier de développement. Et le fait que la centrale ait cédé contractuellement l'énergie thermique basse température générée à la ville de Saint-Félicien a été une première au Québec. Et je ne pense pas que depuis, Gabriel, tu me corrigeras, mais je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup d'opérations de ce genre. Et donc, ça a permis de bétonner tout de suite les projets possibles et envisageables, même si ça a pris du temps. Donc là, vous avez en fait schématiquement le réseau de chaleur qui est en cours de construction. Là, on vient de finir la base de conception et puis les travaux vont démarrer dès la fin avril. Donc en fait, on récupère l'eau chaude basse température à 42 degrés C sur le circuit de refroidissement du condenseur en extraction de turbine et on l'amène d'une part sur le grand terrain vert clair qui est le parc agrothermique. Donc c'est une zone agricole aménagée pour accueillir des complexes séricoles intensifs commerciaux et les zones en mauve avec un réseau de chaleur un peu plus petit, c'est le parc industriel thermique. Donc, qui est destiné à accueillir des bâtiments industriels qui vont utiliser l'eau chaude basse température soit pour simplement du chauffage de bâtiments avec des dalles radiantes, soit pour des procédés de transformation agroalimentaire ou agro-industrielle. Donc le parc agrothermique va recevoir à peu près 200 000 gigajoules thermiques par année et le parc industriel thermique 7700 gigajoules thermiques par année, ce qui représente à la louche là, une réduction de GES annuelle récurrente de 13 500 tonnes équivalent CO2. Le 4 millions de dollars par an, c'est la réduction des coûts des impacts environnementaux générés par une émission de 13 500 tonnes équivalent CO2 par année. Décidément, tu le faisais mieux marcher que moi. Ouais. Donc là, en fait, vous avez schématiquement le réseau de chaleur, donc avec la connexion sur le WESAC, là, le système d'asperceur là, qui condense la vapeur en extraction de turbine. En bas à gauche, vous avez le réseau de vapeur qui a existé quasiment dès le début de la centrale de cogénération pour alimenter les séchoirs de produits forestiers résolus. Donc il y a une boucle primaire qui est physiquement séparée de la boucle secondaire de façon à ne pas générer potentiellement des préjudices au procédé de la centrale de cogénération. Donc en fait, il y a simplement un transfert d'énergie thermique entre une boucle primaire et une boucle secondaire via des échangeurs à plaques avec des pompes de circulation de surpression. C'est vraiment très basique au niveau technique, donc il n'y a vraiment pas d'incertitude. Donc dans la partie supérieure, vous avez le réseau principal
avec le plus gros débit, qui alimente le parc agrothermique pour chauffer des serres avec des systèmes radiants en polypropylène. C'est ça aussi, c'est du courant, là. Et en bas à droite, le parc industriel thermique, chauffage radiant et procédé, et donc extraction par extraction à l'eau chaude par voie enzymatique ou dopée aux ultrasons avec de l'eau à 50 degrés C. Ah, toi aussi, hein? Donc là, vous avez schématiquement, finalement, ce qu'on avait en tête dès le début, mais qui maintenant porte un nom, là, grâce au MRN, qui s'appelle l'écosystème énergétique régional. Donc en fait, en vert, vous avez la centrale de cogénération, donc qui consomme de la biomasse forestière résiduelle générée par l'industrie forestière, par les scieries. La centrale de cogénération, déjà à l'interne, valorise l'énergie thermique de ces gaz de combustion pour sécher les écorces, entre autres les écorces qui proviennent des sites d'enfouissement. Au niveau de l'exploitation forestière, on a aussi le CVB, donc, qui va s'approvisionner en biomasse qui n'était jusque-là pas valorisée. Il faut savoir qu'à peu près pour 100 000 m3 de bois exploité en forêt, il y en a 100 000 m3 exploitables qui restent par terre. Là. Donc, il y a quelque chose à faire. Donc, le CVB va utiliser 90 000 tonnes métriques vertes de biomasse forestière. Pour l'écorcer, les écorces vont être récupérées par la centrale de cogénération. Le CVB va sécher avec un séchoir à basse température, avec justement le réseau de chaleur basse température, va sécher la biomasse fibre pour en faire des copeaux. Ces copeaux vont servir entre autres à faire des plaquettes combustibles. Donc le CVB va utiliser des rejets thermiques basse température et aussi des rejets thermiques haute température prélevés sur les gaz de combustion. Vous me suivez? C'est assez circulaire. Et au niveau municipal, donc on a le réseau municipal de chaleur qui va alimenter le parc agrothermique pour à peu près 28 hectares de complexes séricoles et le parc industriel thermique pour à peu près 8000 m² de bâtiments industriels, chauffage et procédés. Et puis, complètement à droite, donc vous avez le CVB, comme je vous le disais, qui va produire 9000 tonnes par année de plaquettes combustibles. Chartec, qui va utiliser effectivement aussi la biomasse fibre pour produire de l'hydrogène vert et du biochar. Et enfin, quelque chose qui est nouveau, mais dont je vous parlais tout à l'heure, là, des entreprises de la chimie verte, donc qui vont générer des produits biosourcés en travaillant avec les écorces, avec des modes d'extraction enzymatique à l'eau chaude ou à l'eau chaude dopée aux ultrasons avec des eaux entre 45 et 50 degrés Celsius. Diapo suivante. Donc là, vous avez les performances énergétiques et écologiques de l'écosystème énergétique régional. Donc en fait, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là, mais vous avez le parc agrothermique, le parc industriel thermique, le CVB. Ensuite, en bas à droite, vous avez la vente de vapeur au séchoir de résolu. Et enfin, Chartec par sa production d'hydrogène vert et de biochar. Donc en fait, vous avez des scénarios de référence 100% énergie fossile, les scénarios projets entre guillemets, parce qu'il y en a qui sont déjà réalisés, donc qui utilisent une énergie carboneutre, c'est-à-dire les rejets thermiques, ou la vapeur générée par la centrale de cogénération. Bref, tout ça mis ensemble, on aboutit à une réduction récurrente annuelle d'à peu près 54 000 tonnes équivalent CO2, une fois que tout cet écosystème sera en opération. Bon, ok, on dit 50 000 tonnes équivalent CO2 évité, bon, ça reste assez fumeux comme concept. Si on met une valeur monétaire sur cette tonne équivalent CO2 qui ne sera pas émise, ça devient beaucoup plus intéressant et en tout cas beaucoup plus parlant, dans la mesure où le coût de l'émission d'une tonne équivalent CO2, puis ça c'est une étude assez récente de septembre l'année dernière, est évalué à 282 $ canadiens. Donc si on évite 54 000 tonnes équivalent CO2 par année, ça fait à peu près 16 millions de dollars de coûts des impacts environnementaux qui sont évités. Qui paye ces coûts? C'est la communauté, c'est jamais les entreprises. Ce sont les gouvernements qui interviennent pour corriger les pertes de biodiversité, les phénomènes climatiques extrêmes, l'étalement des maladies parasitaires, les changements climatiques, enfin bon, bref, c'est vous et moi qui payons ces coûts-là, jamais les entreprises, c'est ce qu'on appelle des externalités. Donc en fait, quand on commence à mettre une valeur monétaire sur ces réductions d'émissions de gaz à effet de serre, on voit tout l'intérêt que ça représente en termes de finances publiques. Et si
on prenait beaucoup plus au sérieux le fait que non, on n'est pas à 125 $ la tonne en termes d'impact, on est rendu à 282 $ la tonne, ça commence à être motivant. OK ? Diapo suivante. Donc, au niveau de l'écosystème énergétique régional, les investissements qui vont être générés par cette démarche-là, donc comme le disait Pascal, on a 3,89 millions de dollars au niveau du réseau de chaleur qui est subventionné généreusement par Transition énergétique Québec, et d'ailleurs je les remercie pour le travail qu'ils font. Voirie, réseau distribution pour les 2 parcs, 1,5 million. Le parc agrothermique est capable d'accueillir 28 hectares de complexes séricoles intensifs commerciaux à 5,5 millions d'hectares clés en main, ce qui nous fait près de 154 millions de dollars potentiels. Le parc industriel thermique, 8 000 m² de bâtiments industriels à 3 000 $ le mètre carré, ça nous fait 24 millions. La société de cogénération de Saint-Félicien, ici présente, et la MRC du domaine du Roi dans le CVB, un investissement de 12 millions de dollars. Chartec, phase 1 pour la production d'hydrogène vert et de biochar, 25 millions de dollars. Et les entreprises, ou plusieurs entreprises de la chimie verte pour la production d'extractifs biosourcés, 25 millions de dollars. On arrive grosso modo à 250 millions de dollars d'investissement réaliste, potentiel mais réaliste, de cet écosystème énergétique régional. Puis ça, c'est juste les investissements. Après, en termes d'impact économique direct et indirect, là, on tape très large. Là. Donc, j'ai fait aussi vite que j'ai pu, si vous avez des questions. Super, c'est très apprécié. Justement, là, il nous reste une dizaine de minutes pour des questions. Moi, j'aimerais en entendre un petit peu plus là, sur les autres partenaires qui sont là aujourd'hui. Donc, du côté là, de ceux qui représentent la ville et la MRC, pourquoi un peu l'implication du milieu dans le projet? Qu'est-ce qui vous a motivé? Bien, en fait, là, si on parle là, pour la MRC elle-même, là, il y a toujours une volonté de s'adapter au changement climatique. On avait un virage à prendre au niveau de la MRC et je pense que la bioéconomie venait vraiment, vraiment nous aider à avoir cette vision-là. On veut développer, on veut être une MRC carbo-responsable. Donc, c'est le genre de projet qu'on aimait pousser. Ça fait partie de notre signature innovation. D'ailleurs, on l'a autorisé au cours des dernières semaines. Puis je pense que c'est important de mettre en place ce genre de circuit-là, d'économie circulaire, de valoriser tout ce qui est matière ligneuse. Vous savez, on vient d'une région forestière, fait qu'à partir du moment où on parle du forestier, bien, d'utiliser toute la fibre dans son ensemble et d'en faire de l'économie circulaire, puis qu'il n'en reste rien à l'autre bout, sauf la valoriser. Pour nous, là, c'est un gagnant-gagnant. Du côté de la ville, bien, je pense que c'est un win-win avec l'implantation d'un réseau de chaleur qui va amener des clients potentiels. Donc, pour la MRC, c'est gagnant parce qu'on a la compétence en développement économique au niveau du régional, du territorial. Donc, c'était important de s'impliquer dans ce genre de projet-là. Quand ils ont parlé du projet, moi, tout de suite, j'ai sauté à pieds joints dedans. Là, je ne fais pas longtemps que je suis dedans, là, mais j'ai sauté à pieds joints dedans. Puis je pense que de démontrer cet intérêt-là, d'appuyer ce genre de projet-là, ça lance un signal clair à nos citoyens. Nonobstant ça, on parlait beaucoup de l'économie circulaire. Là. Quand on cherche du financement au niveau du gouvernement, là, on a vraiment l'impression de tourner en rond. Là. Fait que, c'est pour ça que je pense que c'est important de faire part de nos problématiques, de démontrer ce qu'on peut gagner à faire ce genre de projet-là, puis à lever le financement au niveau du gouvernement. Je pense que ça, c'est la prémisse de base. Super. Et du côté de Chart Technologies, moi, je me demandais, en fait, pourquoi utiliser la biomasse forestière résiduelle pour faire l'hydrogène vert? Qu'est-ce qui... Comme il a été récemment annoncé, il faudra de la diversification des technologies pour éviter que tout se tourne vers une demande en électricité accrue que le réseau ne pourra pas supporter. On pense que l'hydrogène aura sa place pour décarboner les secteurs où l'électricité n'est pas en mesure de le faire. Et encore plus, si elle peut être produite sans augmenter la capacité de réseau de distribution. Les coûts de production d'hydrogène avec nos technologies seront moins élevés qu'avec l'électrolyse aussi. OK. Super. En passant, si jamais il y en a dans la salle qui ont des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, j'en ai beaucoup, mais s'il y en a qui en ont, n'hésitez pas. Oui, oh, OK. On en a plusieurs. Oui, allez-y. Oui,
Du côté métallurgique, le charbon solide est très important des procédés métallurgiques. Il n'est pas utilisé seulement pour l'énergie. Alors, il y a deux leviers importants pour la pénétration dans ce marché. Le premier est la taxation des émissions de carbone, où le biochar réduit le GES et donc les économies importantes aux entreprises. Le second levier est la demande de réduction. Par exemple, le minier ArcelorMittal Canada a reçu une demande du gouvernement de Québec de réduire ses émissions de carbone en introduisant du biochar dans leur procédé. Et nous parlons avec les grosses entreprises métallurgiques parce qu'il y a beaucoup d'opportunités là-bas. J'ai vu d'autres mains. Oui, ici. Bonjour, Claude Bouchard de la Promotion Saguenay, la Corporation de développement économique de l'île de Saguenay. D'abord, félicitations pour votre projet. Écoutez, vous avez mentionné, en fait, au début, les coûts de transport qui étaient quand même élevés, là, plus de 50 vous. Je voulais savoir, la limite est où pour aller chercher la biomasse là, en termes de distance? Et ma deuxième question, vous avez parlé d'approvisionnement séricole. Est-ce que c'est dans le futur ou actuellement vous approvisionnez en séricole? Je vais répondre à la première, puis Jean-Marie pourra se permettre de parler peut-être du séricole. Le rayon d'action où on se permet d'aller chercher de la fibre est très, on va dire, limité, mais il y a aussi certaines opportunités parfois parce que les transports, idéalement, il faut les utiliser en aller-retour. Il faut qu'on les garde au travail à temps plein, on va dire, et qu'ils ne reviennent pas vides parce que ce serait des GES inutiles, encore un peu du gaspillage, on va dire. Donc, notre rayon d'approvisionnement est vraiment autour des scieries du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on va chercher de la fibre jusqu'à la baie, entre autres, puis autour du lac Saint-Jean. Nos approvisionnements les plus loin sont dans la région de la Mauricie. Puis, c'est par défaut, c'est ça, parce que les routes de transport du bois d'œuvre s'en vont vers la route 155, la route qui s'en va vers la Mauricie. Donc, c'est plus facile dans ce secteur-là d'aller chercher des retours en ce qu'on appelle du backhaul, des retours de transport qui reviennent vides. Donc, on en profite quand les camions reviennent vides, qui ont été menés du copeau dans la région de Trois-Rivières, pour ramener des écorces du secteur de la Mauricie vers la centrale. Donc, ça se limite pas mal à ça, pour les serres. Oui, au niveau des serres, vous pouvez préciser votre question? Ben, en fait, vous avez parlé d'approvisionnement de chaleur Oui. pour l'industrie séricole. Écoutez, je vais faire court, parce que je me suis toujours posé la question, actuellement, les serres Tundra, sont-elles chauffées par vous ou c'est dans le futur? Non, alors, les serres Tundra, donc la ville de Saint-Félicien a mis en place son premier réseau municipal de chaleur en 2016-2017, avec une aide financière du PIQM, le programme Infrastructure Québec Municipalité. Et en fait, donc le réseau de chaleur est rentré en opération en 2017, un an après la mise en opération des serres Tundra. Et donc, ce réseau de chaleur relie un des turbogénérateurs de la centrale de cogénération de l'usine Kraft de Résolu et alimente le complexe séricole. Il y a à peu près à 1200 mètres de distance de réseau. Et ce réseau de chaleur, donc avec de l'eau à 42 degrés C, là, comme le deuxième réseau de chaleur, permet à Serres Tundra de couvrir une part significative de ses besoins de chauffage en remplacement du gaz naturel. Donc oui, aujourd'hui, c'est un système qui est opérationnel là, depuis plusieurs années. Oui? Je vais me permettre de répondre à une première partie, là. Je vous dirais que les municipalités et les MRC, souvent, sont au premier plan pour essayer d'appuyer ce genre de projet-là. La difficulté qu'on rencontre, c'est de vouloir s'impliquer vraiment dans le projet. Tu sais, souvent, on peut fournir des argents, donner des subventions, ce genre de choses-là, mais quand on veut vraiment s'impliquer dans le projet, là, c'est là qu'il y a une difficulté. Le gouvernement n'accepte pas
que les MRC ou les municipalités soient porteurs des projets avec des compagnies. Fait que c'est pour ça qu'il y a un enjeu, là, parce que dans les grands centres, c'est plus facile parce que tu as plus de potentiel. Mais dans les petits milieux comme les nôtres, souvent, c'est les MRC et les municipalités qui sont pris pour... Ben, pris. Quand je dis pris, on n'est pas pris avec vous autres, là, mais... on doit supporter ce genre de projet-là. Puis quand tu arrives pour déposer des demandes au gouvernement, ben non, vous pouvez pas être promoteur, vous pouvez pas participer de telle façon. Fait qu'il y a beaucoup d'embûches. Puis ça, je pense que il va falloir revoir un peu le paradigme au niveau des financements pour le gouvernement parce que c'est vraiment un frein au développement dans les régions. Là. Je parle surtout en ruralité, là, que c'est plus difficile à cause de ça, pour notre part. Si je peux compléter là, ce que vient de dire Yannick, là, au niveau des réseaux municipaux de chaleur, bon, quand le premier réseau de chaleur à Saint-Félicien, ça a été compliqué parce qu'il a fallu carrément le présenter au gouvernement parce qu'il fallait modifier la loi sur les cités et villes. Bon, aujourd'hui, ça c'est un problème qui est réglé, là, et puis le programme de transition énergétique Québec, qui est piloté par Stéphane Gagnon, et identifie clairement les promoteurs municipaux comme des acteurs de la valorisation des rejets thermiques. Et donc aujourd'hui, il n'y en a plus de problème là, pas bien. Il y en a moins de problèmes. Et le programme de transition énergétique Québec, entre autres, jusqu'ici, là, ça va changer dans quelques jours, mais en tout cas, les réseaux de chaleur municipaux bénéficient de 80% de subventions des investissements. Donc, où sont les difficultés? C'est plus au niveau de l'arrimage avec des utilisateurs, des gros utilisateurs potentiels. C'est toujours le dilemme de la poule et de l'œuf. Ben oui, vous n'avez pas votre réseau, est-ce que je viens? Je fais mon réseau, je n'ai pas forcément de promoteur clairement identifié. Donc il y a un risque à prendre, mais avec l'aide du gouvernement, l'aide financière, bon, l'acteur municipal peut supporter ce risque et après rentrer en mode séduction. Oui, Gabriel. Merci. En fait, on a juste besoin d'un peu de compréhension, on va dire, sur les coûts. Parce que les coûts sont là, on ne peut pas les éviter. C'est des coûts qui sont... nos coûts d'approvisionnement dépendent de plusieurs facteurs, incluant le coût du carburant des camions qui transportent la matière. Fait que c'est... Ce qu'on a besoin, en fait, c'est... Je l'ai entendu dans la question des petits hydros hier, mais c'est pas d'avoir un commitment sur un taux. On n'a pas besoin de savoir ça va être quoi le prochain taux. On a juste besoin d'un commitment qu'on va, si on a la volonté de poursuivre l'opération de la centrale, avoir un contrat. Rendu là, si on peut s'asseoir à la table et parler à livre ouvert, puis établir un taux qui est fonctionnel, c'est correct. Tout le monde va être gagnant, je pense, parce que ces centrales-là amènent du baseload. Chose qui n'est pas le cas dans tous les types d'énergie verte. Donc, il faut le reconnaître que c'est des centrales qui sont utiles au niveau des périodes de pointe, puis simplement leur permettre d'avoir une vision d'avenir pour pouvoir se développer développer autour de la centrale. Sans ce commitment-là, on va être là pour vous redonner un contrat éventuellement. On n'est pas en mesure d'attacher le financement de ces projets-là qu'on parle là, aujourd'hui. Puis, Exact. Oui. Tout à fait. Puis je peux me permettre de rajouter là-dessus. Là, je suis tannant, là, mais je peux Non, me permettre de rajouter. Là, le gouvernement actuellement a une opportunité justement d'appuyer ce genre d'usine-là, d'industrie-là, de projet-là
Avec un manque énergétique en ce moment, je ne comprends pas la volonté de ne pas vouloir s'asseoir tout de suite et dire, gars, on va être là pour le futur avec vous, on a besoin de votre énergie, on a besoin que vous soyez là. T'sais, on n'a pas à la mettre en place, là. Tout est déjà là. On veut juste s'assurer de la pérennité pour pouvoir justement développer toute notre strate, notre grappe qu'on veut mettre alentour du projet actuellement, parce que là, on a vu une base de projet, là, mais ça peut venir beaucoup plus grand que ça. Là. Fait que ça, c'est juste le départ. Là. Nous, on a une vision beaucoup plus large de ce que peut être le centre de valorisation de la biomasse. Fait que c'est pour ça que c'est important qu'Hydro-Québec et les gens d'Hydro-Québec s'assoient et disent, nous, on est prêts, là, on y va avec vous, puis on poursuit. De toute façon, ils sont en manque en ce moment. Puis Pascal l'a mentionné tantôt, là, dans les pointes énergétiques hivernales, ils sont là, ce qui n'est pas le cas de toutes les énergies. Fait que je pense que ça, c'est un point important. Si je peux me permettre aussi, là, en termes de certitude quant à un renouvellement de contrat, ça sécurise aussi des utilisateurs. Bon, je vais parler de la sériculture parce que c'est quelque chose que je connais bien. Quand vous avez aujourd'hui, mettons, de la serre ultra-climat, qui est la technologie la plus intéressante, là, à 6 millions de dollars l'hectare clé en main, vous voulez en faire 20 hectares, ça vous fait 120 millions de dollars d'investissement. La molécule, le CH4, gaz naturel, le prix de la molécule a quadruplé en 4 ans. Les cours ne sont pas très contrôlables. Vous voulez être capable d'établir des prévisionnels. Vous avez un site comme ça qui va vous permettre peut-être de couvrir 35, 40, 45, 50% de vos besoins de chauffage avec une énergie qui est 5 fois moins chère que le gaz naturel. Mais si vous n'avez pas la certitude que pour les prochains 25 ou 30 prochaines années, la cogénération sera là, c'est pas quelque chose où vous n'allez pas plonger les yeux fermés là. Donc ça aussi, c'est une nécessité pour sécuriser les utilisateurs, en fait, les acteurs de l'écosystème énergétique régional. Chartec, c'est la même chose là. Donc ça c'est un aspect important là. C'est la base même de l'écosystème là. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on a pour aujourd'hui, mais je vous invite, ceux qui ont encore des questions, là, à venir discuter avec les panélistes après. Et j'en profite pour les remercier là, de s'être prêtés au jeu aujourd'hui. Merci. Merci.